La Ville en Marche, le magazine d'information de la ville de Cergy. La Ville en Marche, le premier mercredi de chaque mois, à partir de 19h. La Ville en Marche sur RGB 99.2. La Ville en Marche. Ouais. Bonsoir ou rebonsoir si vous avez suivi le journal d'information locale. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de La Ville en Marche, le magazine de RGB entièrement dédié à la ville de Cergy. Dans cette émission du mois de mars, nous nous intéresserons à l'arrivée du nouveau centre socio-culturel sur le territoire. Hervé Mondon est le directeur de Visage du Monde à Cergy-le-Haut. Il nous guidera dans ce nouvel équipement. Puis nous parlerons sport avec Martin Lacroix, l'entraîneur des Jokers, l'équipe de hockey sur glace de Cergy-Pontoise. Enfin, nous recevrons Claude Mélic et Rémi Ebding. Ce dernier a écrit les mémoires de Claude, un paysan de Cergy qui a vu la ville sortir de ses terres. Je vous rappelle que votre émission est désormais filmée par l'équipe de cergyvie.fr, site internet d'actualité locale. Vous pourrez retrouver le podcast sur le site de la radio dont je vous remémore l'adresse radio-rgb.net. Mais pour commencer cette émission, les infos pratiques. La Ville en Marche, infos pratiques. Lors du dernier conseil municipal, Jean-Paul Jandon a annoncé la signature prochaine de la convention entre la ville et l'ensemble des bailleurs du quartier Axe Majeur Horloge. Le maire souhaite mutualiser les différents moyens des structures par des outils et des instances de régulation et d'évaluation. La convention sera signée le 18 mars. Elle facilitera l'aménagement du territoire en veillant au respect du cadre de vie et au bon développement des actions d'insertion, tout en favorisant le recrutement des Cergysois sur les chantiers. Le Grand Centre s'apprête à faire l'objet d'une requalification pour retrouver son attrait auprès des Cergysois. Alors que la concertation a démarré auprès des habitants sur leur vision du futur quartier, Thierry Sibieude, conseiller général et élu d'opposition à la ville de Cergy, estime qu'il ne faut pas dévaloriser les autres quartiers. Il est primordial selon lui de maintenir une activité à Cergy-le-Haut et à Cergy-Saint-Christophe. Il appelle à ne pas oublier de solliciter tous les acteurs de la ville. Un bilan de la concertation sera présenté le 26 mars au Théâtre 95 à 19h30. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Du 18 au 23 mars, une caravane citoyenne circulera dans les différents quartiers de Cergy. À l'initiative de l'association Génération Citoyenne, cette 3e édition de la caravane se tiendra sous le sceau de l'information et de la convivialité. 15 jeunes bénévoles formés par la Ligue de l'enseignement sur les questions de citoyenneté et de vote assureront l'animation de la caravane à travers des débats. Un agent de la mairie pourra enregistrer toute nouvelle inscription sur les listes sur présentation des documents nécessaires. La Ville en Marche, événement. Il y a maintenant un mois que le nouveau centre socio-culturel de Cergy a ouvert ses portes. Hervé Mondon, directeur de Visage du Monde, nous offre une visite privée des lieux. Alors Visage du Monde, c'est un peu un nouveau concept de centre socio-culturel, c'est-à-dire que c'est le regroupement de plusieurs entités que sont effectivement médiathèque, mairie de quartier, maison de quartier, salle de spectacle, salle de résidence artistique, salle de pratique de la danse, voilà, tout ça dans un seul et même bâtiment. L'idée, c'est de pouvoir avoir des gens qui viennent pour différents types de prestations, qu'elles soient administratives, sociales ou culturelles, et qui puissent se croiser et se retrouver autour de différents projets dans un lieu où est empreint l'accueil et la convivialité en fait. La ville de Cergy a dit que c'était l'identité cergysoise dans ce bâtiment. Est-ce que l'identité cergysoise, ça s'arrête à la danse actuelle et aux arts numériques ? Non, parce que le bâtiment ne s'arrête pas à ça. C'est une de ses propositions artistiques. Après, le bâtiment, il est effectivement autour des arts numériques et du multimédia. C'est le multimédia pour tous, mais c'est aussi toute la médiathèque avec la lecture, les DVD, les jeux vidéo, et puis tout ce qu'on peut avoir comme services qui sont un peu différents. Je pense que effectivement, l'identité, elle est dans le nom de Visage du Monde, c'est-à-dire qu'effectivement, d'avoir tous ces gens qui viennent pour différentes entrées qui se retrouvent autour de choses qu'ils découvrent. Voilà, on leur propose plein d'autres choses au milieu de ce qu'ils sont venus y faire. Avec Hervé Mondon, nous nous sommes lancés dans la visite des 3000 m² qu'offre Visage du Monde. Alors, on est dans ce qu'on appelle le pôle multimédia, mais après, voilà, les gens qui travaillent ici l'appellent le corner geek. Alors, en fait, c'est un coin qui a deux utilisations. On a effectivement sur le côté ici de ce qu'on appelle des gamers, c'est-à-dire qu'on est sur le jeu vidéo, et on est sur les artistes invités qui nous proposent des playlists, c'est-à-dire tous un peu les jeux vidéo qui ont influencé leur parcours, parce que ce sont des créateurs ou de jeux, ou des créateurs qui travaillent autour du jeu vidéo. Donc, ils nous proposent régulièrement des playlists où les gens peuvent venir un peu voir ces jeux un peu de tous âges et qui ont influencé un peu leur parcours. Et de
l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle là plus le pôle multimédia, c'est-à-dire là une série d'ordinateurs où les gens peuvent venir se former à différentes choses, c'est-à-dire sur de l'image, sur du son et sur de la base pour certains publics. L'idée, c'est d'avoir vraiment le multimédia pour tous. Et on pourrait envisager, comme à la Cité des Sciences, de créer son propre jeu vidéo ? C'est tout à fait possible. Il y a déjà des petits ateliers qui se montaient pour la création de jeux vidéo sur les smartphones. Voilà. Mais après, effectivement, l'idée, c'est qu'effectivement les gens puissent créer, les gens puissent aussi découvrir qui se cache derrière ces créations. Et puis, je pense que le jeu vidéo n'est pas que de la grande consommation. Il y a beaucoup de jeux indépendants, de créateurs indépendants, et il y a des choses de plus en plus intéressantes qui s'y passent en tant que média. Visage du Monde est doté d'une salle de spectacle toute particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bah oui, c'est une salle donc totalement amovible, c'est-à-dire qu'elle peut se passer effectivement assis avec des gradins, jusqu'à 300 places. Ces gradins peuvent être complètement pliés, donc en faire une 600 places debout. Ces gradins peuvent être amenés en fond de scène pour en faire un lieu complètement ouvert sur le hall. Enfin voilà, c'est une salle qui a été prévue pour être le plus modulable possible. Est-ce que c'est pas une salle de plus encore à Cergy quand on sait que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a eu le nouveau Théâtre 95, la 33 Tours à l'université ? Non, je pense que plus il y a d'offres et plus il y a de public, ça c'est une expérience que j'ai. Après nous, on a effectivement des thématiques qui sont un peu particulières puisqu'on est vraiment sur la danse et plus sur les danses dites actuelles. Et puis sur la diffusion d'images, de l'art numérique, je pense qu'il y avait un vrai besoin sur Cergy d'avoir un lieu supplémentaire qui travaille sur d'autres esthétiques mais qui est complémentaire et pas du tout en concurrence avec qui que ce soit. Parlons un peu du programme du mois de mars, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Bien, beaucoup de danse, puisque le 9 mars on accueille RAF Crew qui sont pareil des champions du monde de danse hip-hop. L'idée pour nous sur la danse, c'est d'avoir aussi un mélange, c'est-à-dire que les compagnies un peu phares sont en général des compagnies de danse urbaine, mais après on essaie d'ouvrir avec de la danse flamenco, avec de la danse classique, avec de mélanger un peu les styles. Il y en aura tout au long de l'année environ 2 représentations par mois, plus 2 compagnies en résidence, que sont Black Baccarat et Prophénomène, qui ici vont faire des créations et vont présenter leur spectacle au public. Donc on a un immense bâtiment, combien de mètres carrés ? 3000 je crois ? Environ 3500 mètres carrés avec les locaux techniques. Ça a été financé comment ? À hauteur de combien ? Je sais que voilà, bien sûr la ville, la communauté d'agglomération, la région, la DRAC, le conseil général, tout le monde s'y est mis. Sur le bâtiment, pour l'instant tout est beau, tout est neuf. Comment ça va vieillir ? On va essayer que ça vieillisse le mieux possible. Après, ce genre de bâtiment, je pense qu'il a été prévu quand même sur des nouveaux types d'équipements, nouveaux types de matériaux. Je pense qu'il va bien vieillir, puis surtout qu'il va bien vieillir dans son projet et qu'il va être vraiment utile à tous les gens de l'agglomération. Une soirée originale sera justement organisée le 23 mars à Visage du Monde. Féminite est destinée aux femmes. Un spectacle 100% féminin avec des chanteuses comme Karine ou Rémila, mais aussi des danseuses et des humoristes. Autour du spectacle, des activités de création de vêtements, de bijoux ou encore de cupcakes. Vendredi 15 mars à 20h45, le chœur de chambre Vibration présente « Allons voir si la rose autour de la nature », un concert organisé par l'Association pour l'animation et le rayonnement de l'église Saint-Christophe. La ville en marche, l'actualité sportive. Où en sont les hockeyeurs de Cergy-Pontoise ? Jean-Christophe Leblévec a interrogé l'entraîneur des Jokers, Martin Lacroix. Dans l'ensemble, on se doit dire plutôt bien puisqu'on a remporté le premier match 6-3 samedi soir et dimanche soir, victoire assez convaincante de 10-4. Alors la première confrontation, ça a été assez facile, assez dur, Ça n'a pas été facile du tout puisque après le deuxième tiers-temps, on tirait de l'arrière 3-2. Donc, je pense qu'on a fait preuve un petit peu d'indiscipline au deuxième tiers-temps, ce qui a fait en sorte que l'équipe de Compiègne est revenue dans le match et même pris les devants. Par contre, on s'est reconcentré. Je pense qu'on a démontré quand même beaucoup d'énergie au premier et au troisième tiers-temps. Puis, je pense qu'on a éclaté avec 4 buts au troisième tiers-temps, donc pour prendre justement l'ascendant sur cette série-là, avec une avance de 6-3 après le premier match. Alors, et le lendemain, donc dimanche, il y a eu une deuxième confrontation, un peu maudit le départ, parce qu'il y a eu aussi un problème avec la patinoire, et le match a été retardé du coup. Oui, il y a eu justement deux soucis pendant ce match-là. Il y a eu justement le match qui a été retardé au début parce qu'il y a un plexi qui a éclaté, donc on a dû remplacer temporairement le plexi par un panneau en bois. Et aussi, au deuxième tiers-temps, il y a eu le médecin de Compiègne qui a reçu un palais directement dans le visage. Il était dans les gradins, donc ça l'a quand même retardé un petit peu le match aussi de ce côté-là. Mais pour ce qui est du reste, ça s'est bien passé avec une victoire de 10-4. Alors comment on se reconcentre quand on enchaîne 2 matchs comme ça dans le même week-end contre la même équipe ?
Ben moi, j'ai toujours trouvé ça très, très bien de jouer plusieurs matchs consécutifs, voire 2 matchs en 2 jours. En Division 2, c'est pas l'habitude, mais par contre, en Ligue Magnus, qui est le plus haut niveau français, il est très, très, très normal de jouer 2 matchs en 2 jours en play-off, voire parfois 4 matchs en 5 jours. Donc, tu demeures concentré, tu es dans ta bulle de play-off. Puis, t'as pas le temps d'avoir vraiment de distraction pendant cette série-là, puisque tu as plusieurs matchs. Donc, moi, j'ai adoré ça. On a joué samedi, on a rejoué dimanche, puis on était vraiment dans notre truc avec beaucoup de motivation. On peut dire qu'on a appelé ça un week-end hockey. Ouais. Mais pas de fatigue accumulée quand même de ces 2 rencontres? Il peut y avoir la fatigue, mais la fatigue en général, oui, puisque au niveau de la Division 2, on n'est pas habitué à enchaîner des matchs comme ça. Donc, oui, il peut y avoir une fatigue qui s'accumule puisqu'on n'est pas habitué à jouer 2 matchs consécutifs. Mais par contre, la fatigue est la même pour les 2 équipes. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui est avantagé à ce niveau-là. Et pour le week-end prochain, alors la suite des playoffs? Voilà. Contre qui? On joue Chambéry. Chambéry, qui est une équipe qui était dans la poule A comme nous. Ils ont terminé 7e de notre poule. Ils ont causé une grosse surprise au premier tour en éliminant le 2e de la poule B qui était Val-Vanoise. Par contre, pour moi, c'est pas une énorme surprise parce que Chambéry a été une équipe qui a été en première moitié de saison dans les 4 premiers de notre poule, voire même les 3 premiers. C'est une très, très bonne équipe qui ne sont pas à leur place au 7e échelon de la poule. C'est une équipe, je dirais, qui est à peu près de notre niveau. Donc, je m'attends vraiment à une série qui devrait être très, très, très serrée. Et le premier match se joue à Cergy ce week-end à 18h20 samedi soir. Et les 2 rencontres qu'il y a eu cette année face à Chambéry, c'était quoi pour C'était 2 victoires. C'était une victoire assez serrée à Chambéry. Je me souviens plus exactement du score, mais je pense que c'était une victoire par 1 ou 2 buts. Très, très serrée, qui n'a pas été facile du tout. Puis la deuxième rencontre ici a été une victoire, si je ne me trompe pas, de 6-2 pour nous. On a battu Chambéry 2 fois, mais les playoffs, c'est une nouvelle saison. Chambéry sort d'une série où ils ont marqué aussi beaucoup de buts, comme nous. Donc, je pense on fait face à ces 2 équipes qui se rencontrent en ce moment, qui sont en confiance par rapport à la première série. Donc, je m'attends vraiment à un très, très beau spectacle, puis évidemment, un score assez serré. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut espérer en cas de victoire? Ben évidemment, ça sera le gagnant de Cholet et La Roche-sur-Yon qui vont s'affronter, et le vainqueur de nous et Chambéry vont affronter en demi-finale le gagnant des 2. Je pense que Cholet part largement favori dans cette série-là, mais on peut toujours avoir une surprise, on ne sait jamais. Ce serait, dans l'hypothèse d'un match contre Cholet, une revanche, la revanche de la revanche, puisque c'est 2 défaites cette saison face à Cholet contre une équipe qui a fini première de votre poule en plus. Voilà, Cholet, on a été en concurrence avec eux une bonne partie de la saison parce qu'à même un moment donné, on était premiers, ils étaient 2e, mais c'est surtout eux qui ont été premiers quand même longtemps, surtout pour la 2e moitié de la saison. 2 de nos pires matchs de la saison, on les a fait contre Cholet, dont une lourde défaite ici à Cergy de 9-2. Chez eux, on avait perdu 5-2, sauf qu'on n'avait quand même pas fait un bon match. Mais j'imagine que si on se rencontre en demi-finale, je pense que Cholet fera certainement face à une équipe de Cergy un peu différente. Les Jokers sont donc en quart de finale des playoffs samedi à 18h20 à la patinoire de Cergy-Pontoise. Ils affronteront, comme vous l'avez entendu, l'équipe de Chambéry. L'AS Pontoise-Cergy de tennis de table est le premier club valdoisien à se hisser en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce vendredi 8 mars à 19h30, les pongistes Cergy-Pontin affronteront en match aller les Russes du TTC Fackel-Orenbourg, champions d'Europe en titre. Les sportifs vont avoir besoin de soutien pour remporter la bataille. Ils vous attendent donc nombreux au Hall Omnisport de Pontoise. La ville en marche, l'invité. Claude Mélic, Rémi Ebding, bonsoir. Vous êtes mes invités pour la Ville en marche du mois de mars et on va parler de ce livre, Claude, paysan de Cergy. C'est un peu votre histoire que vous avez écrit dans cette œuvre. Peut-être première question pour commencer, comment vous êtes-vous rencontrés ? C'est ce que je dis dans l'introduction, par hasard en fait, c'est pas tellement par hasard. Claude Mélic présentait l'église de Saint-Christophe à Cergy Village,
Et moi, je l'écoutais, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, tout ce qu'il a à dire, c'est assez spontané. Et puis, bon, je laissais faire les choses. Et ensuite, on s'est retrouvés, j'ai demandé l'adresse à une amie, et voilà. Mais à l'origine, je voulais faire un guide du village de Cergy. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que plutôt que de faire un guide du village, il était préférable de parler du village, mais de parler aussi d'une personne. Donc cette personne, ça a été Claude. À la fois, donc j'ai parlé de Claude, j'ai parlé de sa vie, de la vie de ses antécédents, de la vie de toute sa famille. Et c'est vrai que peut-être plus chez les agriculteurs, chez les paysans qu'ailleurs, enfin que chez des personnes qui ont toujours vécu dans les villes, quand on parle de quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, on rencontre aussi sa famille. C'est-à-dire, on rencontre quoi? On rencontre sa mémoire. Hein, on rencontre ceux qui l'ont précédé. Et pour moi, ça a été un travail de transcription de cette mémoire. Et pour Claude Mélic, c'était un travail de mémoire, puisqu'il me l'a dit lui-même. Ça a été pour lui un exercice, hein, puisqu'on s'est rencontrés comme ça régulièrement, plus d'une dizaine de fois. Et donc, il a fait travailler ses souvenirs, hein, et les personnages dont je parle, ce sont des personnages qui sont dans sa mémoire. C'est Amédée, c'est Palmyre, hein, c'est Élie, c'est Sylvia, c'est Raymond, et tous ces gens-là reviennent, hein, ils reviennent à sa mémoire, et il me transmet cette mémoire que j'ai transcrite. Et donc cette mémoire, c'est la mémoire aussi de Cergy, puisque vous êtes né ici? Je suis né à Cergy en 1932. Voilà, donc toute ma vie s'est déroulée à Cergy, hormis les périodes de coupure comme le service militaire, auquel on n'échappait pas à l'époque. Et je suis resté, j'ai épousé ma femme à Cergy, une demoiselle de Cergy aussi, et nous sommes installés comme exploitants agricoles, petits exploitants agricoles en culture maraîchère. Et nous avons fait toute notre vie comme ça, au village. Alors pour les personnes de mon âge, Cergy c'est la ville nouvelle, c'est le Cergy qu'on connaît aujourd'hui, mais à votre époque, à l'époque de votre jeunesse, de votre mariage, ça ressemblait pas à ça? Pas du tout, pas du tout. Cergy c'était un village de 1400 habitants, pour être plus clair, avec 700 hectares d'agriculture autour du village, jusqu'à la Nationale 14, jusqu'au territoire de Puiseux d'un côté et de Pontoise de l'autre côté, et même touchant Neuville. Donc un très beau territoire de terres diverses, permettant plusieurs types de cultures, étant donné leur variété d'exposition et de composition de terre. Donc c'était quelque chose d'intéressant, c'était un bel endroit pour travailler en agriculture à Cergy. Vous dites c'était, aujourd'hui c'est plus ça? Non, non, parce que, comme l'a si bien écrit Rémi en conclusion de l'ouvrage, d'une seule phrase, une exclamation, une si bonne terre. C'est vrai que la si bonne terre, elle est partie, elle est disparue sous le béton. Vous êtes battu pour faire éviter que cette ville devienne aussi imposante sur vos terres, justement, sur ces terres agricoles? Oui, on s'est battu, mais on s'est battu, c'était, selon l'expression consacrée, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Évidemment, on ne se bat pas contre les décisions gouvernementales. À l'époque du général de Gaulle, le gouvernement gouvernait, et point final. Et bien mal inspiré celui qui voulait s'y opposer. Est-ce qu'il y a une anecdote sur justement le général de Gaulle et sur justement cette sortie de terre de Cergy? Peut-être Rémi, vous pouvez nous la raconter? Oui, enfin, je ne sais pas si c'est authentique ou ça fait partie de la légende, enfin peu importe, c'est assez significatif. Hein. C'est de Gaulle, enfin, qui était donc président de la République et qui survolait en hélicoptère la banlieue et la grande banlieue parisienne, avec Paul Delouvrier qui était ministre de l'aménagement du territoire, deux compagnons qui s'étaient connus en Algérie. Et Paul Delouvrier, enfin, Claude Mélic pourrait en parler mieux que moi, c'était un haut fonctionnaire, un grand serviteur de l'État.
Et l'anecdote dit que, l'histoire, peu importe, que De Gaulle aurait dit, lorsqu'il survolait la banlieue parisienne, de l'ouvrier, faites-moi un peu d'ordre dans ce bordel, hein, parce que les constructions ne correspondaient pas à des projets d'urbanisme cohérents. Voilà, c'était ça. Oui, il a voulu mettre de l'ordre dans ces banlieues, toutes ces banlieues, puisqu'il a fallu décider de construire non pas uniquement Cergy, mais 5 villes nouvelles, comme vous le savez. Donc le site de Cergy a été choisi et aussi dans le même hélicoptère, je crois qu'il y avait monsieur le maire de Pontoise, monsieur Adolphe Chauvin à l'époque, qui connaissait très bien la région et qui leur avait indiqué ce bel amphithéâtre qui surplombe l'Oise, aujourd'hui où il y a le quartier Saint-Christophe, et avec une vue imprenable jusque sur Paris. Hein. On voit les tours de la Défense, on voit même la Tour Eiffel dans la brume, mais de là, on a une très belle vue. Vous pouvez faire un projet intéressant à cet endroit. La ville en amphithéâtre sur le bout de l'Oise. Et du coup, ils ont construit une pyramide inversée, un peu à côté, pour faire office de préfecture. Oui. Ça s'est passé comment? Oui, ça s'est passé comment là, ça a été le lieu de la bagarre. Hein. Le terrain de la préfecture, le démarrage, c'était le premier coup de pioche de la ville nouvelle. Vraiment le premier coup de pioche. Hein. Les premiers sondages se sont faits en 1966-67 sur le terrain de la future préfecture. Voilà. Et comment ça s'est passé avec les agriculteurs, avec alors vous, là, oui, c'est un bâtiment particulier? Oui, les premiers sondages, les premières machines qui sont venues pour sonder se sont fait virer, tout simplement. On est intervenu très vite et très nombreux et très rapidement et très efficacement. Et en 2 heures de temps, on avait viré tout le monde. On avait expédié les sondeurs ailleurs. Voilà. Et on avait relabouré le terrain, réensemencé le terrain, et vous ne rentrerez pas. Mais bon, c'était symbolique. Alors, il y a eu un coup d'arrêt en 68, avec les événements de 68, on n'entendait plus rien. Mais en 69, ça a recommencé, les projets ont redémarré, et puis donc c'est là qu'on a monté la garde pendant 108 jours et 108 nuits sur le terrain de la préfecture même. On avait installé une tente de l'armée qu'on avait achetée, et puis on montait la garde, jour et nuit. Et vous avez été délogé? Non, on n'a pas été délogé parce que les autorités, on a été invités à nous présenter à une grande réunion à la préfecture de région, devant justement, comme dit Rémi, devant M. Delouvrier, qui était un personnage impressionnant, de stature et de parole, parce que c'était quelque chose, M. Delouvrier. Il avait non seulement invité les gens de la région de Cergy, mais les gens de toutes les villes nouvelles, les futures villes nouvelles, les représentants municipaux, régionaux, tout le monde était convoqué pour qu'il expose son grand projet du développement des 5 villes nouvelles. Voilà. Alors sous les sifflets, sous les huées, mais M. Delouvrier ne s'en laissait pas compter, et voilà. Et voilà. Alors, on était arrivé un peu en retard, on était bloqué par la circulation parisienne, et puis on est arrivé en retard dans le couloir de la préfecture de région, rue Barbet de Jouy. Et il est sorti, il avait fini sa conférence, il est sorti parce que les huissiers ne nous avaient pas laissé entrer. Vous êtes en retard, vous attendrez. On était 3 ou 4. Et dans le couloir, je l'ai interpellé, il a dit « Messieurs, qu'est-ce que vous faites là ?» Et voilà, alors je lui ai dit, Rémi le cite d'ailleurs, « Monsieur Delouvrier, vous n'allez pas nous refaire le coup des pieds noirs ?» Parce qu'il avait été délégué général du gouvernement en Algérie, et bon, avec les événements qu'on avait connus. Et moi, j'avais été rappelé en Algérie, et puis on a connu après les événements qui ont suivi, hein, les accords de 62, etc. Il m'a dit, monsieur, j'ai un travail à faire, je le ferai, et je vous prierai de sortir si vous n'êtes pas content. Voilà. Ça s'est dit. Voilà. Alors on est sorti. Il l'a salué d'un geste impérial, et
il est parti dans les couloirs et on n'a pas revu M. Delourier. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Sergi Pontoise comme on connaît. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que finalement, on a obtenu de pouvoir rester sur des terrains qui ont été réaménagés avec l'aide quand même du responsable de l'aménagement de la ville, M. Bernard Hirsch. Il nous a mieux compris et il nous a invités dans son bureau. On a fait une commission d'études et avec lui, on a étudié le problème. Il voulait comprendre. M. Bernard Hirsch était quelqu'un qui était ouvert et qui voulait comprendre pourquoi on s'accrochait à ce point à ce territoire de Cergy. Alors on lui a expliqué les raisons familiales, les raisons techniques sur le terrain, et puis aussi les raisons commerciales, parce que la plupart des habitants agriculteurs de la région de Cergy pratiquaient la vente sur les marchés de la région parisienne. Donc on ne pouvait pas nous éloigner trop loin de nos sites de vente. Il fallait rester dans un périmètre acceptable pour continuer à pratiquer ce système de producteurs-vendeurs, déjà à l'époque. Voilà. Et il a compris, et finalement, on a obtenu 2 fois 75 hectares sur le territoire de Cergy, dont une bande de terrain qui longe l'Oise, qui est toujours là d'ailleurs, et qui reçoit actuellement encore une dizaine d'exploitants. Et c'est des bons produits qui sont là-bas ? De très bons produits, parce que les gens qui sont restés sont les gens de la génération suivante, bien entendu, qui sont d'excellents techniciens. Ce ne sont pas des paysans bêtes et méchants, non, ce sont des gens qui ont des BTS, des techniciens agricoles et gestionnaires d'entreprises, qui ont des connaissances très, très sérieuses dans le métier, qui ont monté des petites affaires de production-vente au détail à la clientèle, qui finalement s'en tirent bien et travaillent bien, et la zone agricole est très bien entretenue. Voilà. Messieurs, on pourrait encore vous écouter des heures, mais le temps nous est compté. Donc tout ce que je peux recommander, c'est aux auditeurs de lire ce livre, Claude, paysan de Cergy, que vous avez écrit. Et puis je vous remercie d'être venu pour ce travail de mémoire, et j'espère à bientôt. Merci. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission vous sera rediffusée lundi prochain à midi. Vous pourrez également la visionner sur le site de la radio ou sur celui de sergyvie.fr qui a produit ces images. À 20h, place au Pacific Rock avec une soirée Pacific Live. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de RGB, votre radio locale. Sergyvie, l'actu se partage.